Donc, salam alaikum, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présentes et présents parmi nous ce soir pour ce webinaire qui va englober les différentes thématiques autour de la préparation du concours du DEMS. Donc, je vous remercie pour votre ponctualité et pour votre présence parmi nous et pour la confiance que vous nous avez accordée. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer, remercier les intervenants. Donc, Dr Hamzaoui, Dr Akbi, Dr Gillil et Dr Zadoré, qui ont répondu présentes aujourd'hui et de nous consacrer de leur temps et de leur expertise pour partager avec les futurs candidats du DEMS. J'aimerais également remercier ma consoeur et collègue Dr Arabi qui m'a aidé à organiser et préparer ce webinaire. Alors, en fait, je vous explique comment nous est venue cette idée. Il y a de cela quelques semaines, nous discutions, Dr Arabi et moi, autour de la préparation du DEMS. Et c'est-à-dire, je me suis rendu compte que la préparation du DEMS, c'était une tâche difficile, une tâche qui demande beaucoup de préparation. Et c'est la phrase de Dr Arabi qui m'a dit « je ne sais pas par où commencer » qui m'a donné l'idée d'organiser ce webinaire. Donc, le but de l'organisation de ce webinaire, c'est de, s'il vous plaît, essayer de couper vos micros. Donc, je disais, le but de l'organisation de ce webinaire, c'est qu'il y ait un partage d'expérience entre des personnes qui ont déjà eu brillamment, qui ont décroché cet examen ou cet examen ou ce diplôme, et entre des personnes qui sont en train de le préparer. Idéalement, des résidents en fin de cursus, des R3 ou des R4, pour qu'il y ait un échange intéressant. Alors, concernant les règles de ce webinaire, donc pour que ce webinaire se déroule bien, nous avons choisi de laisser les questions à la fin, c'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat, mais nous vous prions de ne pas interrompre notre discussion. Donc, je vous prierai de garder vos micros fermés. À la fin de ce webinaire, si on a le temps, on prendra quelques questions. Donc, nous avons déjà pris préalablement vos questions sur le Google Form et nous avons essayé de les préparer sous forme de questions ou sous forme de différents chapitres que nous allons essayer de traiter ensemble. Donc, ça sera ça les règles de ce webinaire. C'est-à-dire que vos micros devront rester fermés. À la fin, nous ouvrirons le débat pour prendre une ou deux questions si elles n'ont pas été traitées. Alors, je vous préviens aussi que ce webinaire sera enregistré et à la fin de notre webinaire, vous le trouverez sur YouTube. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu assister ou les qui vont assister juste à une partie, vous le trouverez sur YouTube, Inch'Allah, ce soir ou au plus tard demain. Donc, cela étant dit, nous pouvons lancer notre webinaire. Alors, je vais commencer par la première question qui sera destinée à nos intervenantes. Donc, nous allons évidemment procéder par ordre de mérite plutôt ou de grade. Donc, nous allons commencer par Dr Hamzaoui. Ensuite, pour nos assistantes, nous allons suivre un ordre alphabétique. Donc, Dr Akbi, Dr Gillil et Dr Zadouri. Donc, je laisse d'abord la parole à Dr Hamzaoui qui va se présenter brièvement. Donc, nom, prénom, secteur d'activité actuel et année d'obtention du DEMS. Donc, Dr Hamzaoui, c'est à vous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle initiative, pour l'invitation, ainsi que tous les participants. J'espère sincèrement que nos expériences vous seront bénéfiques et pourront vous guider dans votre propre préparation, dans votre propre aventure. Alors, pour me présenter, c'est Dr Dina Hamzaoui, maître assistante en microbiologie au CHU de Constantine. J'ai passé mon DEMS en 2021 et encore une fois, c'est un vrai plaisir de vous partager mon expérience aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Dr Hamzaoui. Le plaisir est partagé. Donc, Dr Akbi, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est Dr Akbi Samar, actuellement assistante en microbiologie à l'Institut Pasteur d'Algérie, CTFH plus précisément. Et j'ai passé le DEMS en décembre 2024. Allah yabarak. Merci, Dr Akbi. Dr Gillil. Alors, est-ce que Dr Gillil est toujours parmi nous? Donc,
Donc, Malice, on commence par... Bonjour tout Oui, le oui, monde. Je allez, m'excuse, j'avais un problème. pas de souci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi, c'est Dr Guilil, assistante en microbiologie au CHU de Tlemcen et j'ai obtenu mon 2MS en 2023. Parfait, يعطيك الصحة docteur. Notre dernière intervenante, qui doit sa dernière place au Z de son nom, donc docteur Zalouri. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Dr Zero Kishaira, assistante au CHU Mustapha actuellement, et j'ai eu mon DMS en décembre 2024. Voilà, je vous remercie pour votre invitation et j'espère que mon témoignage sera utile pour vous tous. Parfait. يعطيك الصحة. Alors, si vous avez remarqué, on a essayé d'avoir un panel représentatif, donc on a essayé d'avoir une intervenante au moins par CPRS. Alors, justement, la première question, elle va se diriger vers nos 4 intervenantes. Donc, on va laisser le Dr Hamzaoui comme première personne qui va répondre à la question suivante. Alors, on dit souvent que les premiers jours d'une préparation, quelle qu'elle soit, sont les plus difficiles. Alors, moi, j'aimerais vous demander quelles étaient vos premières impressions au tout début de la préparation, c'est-à-dire durant les premiers jours. Est-ce que vous étiez motivé? Est-ce que vous aviez une crainte, une angoisse? C'était quoi le mood général, disons, lors des premiers pas dans votre préparation? Dr Hamzaoui. Alors, franchement, ma première impression, c'était, mon Dieu, le programme est énorme. On se demande comment retenir autant d'informations et autant de détails. Du coup, ma toute première décision a été de m'organiser. Alors, rassembler tous les cours, les trier et mettre un peu d'ordre avant de commencer à réviser. C'était comme ça que j'ai procédé dès les premiers jours. Voilà. Donc, disons que vous avez privilégié une approche pragmatique, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous organiser et de vous préparer à la révision pour que la révision soit plus simple. Très bien, Dr Hamzaoui. On dirait mettre le tout sous les yeux et comme ça, on saura très bien qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Parfait, parfait. Qu'en est-il de Dr Akbi? Est-ce que vous aviez eu la même approche? Oui, bon, stressé au début de la préparation. En fait, le stress, il va accompagner toute la durée de la préparation, donc du début jusqu'à la fin. Pour moi, il a augmenté au fur et à mesure. Donc oui, ça a commencé par du stress. Après, la première des choses, ça a été de classer les supports qu'on peut avoir, oui. Ça a été d'essayer de tenter un planning. Après, les plannings, c'est pas fixe. Durant toute la durée de la préparation, j'ai dû changer de planning je ne sais combien de fois. Donc, c'est ça, oui. Ouais, c'était stressant. Il a fallu organiser les choses, tenter des plannings. Par contre, il faut commencer rapidement. Faut pas bloquer. Alors, je rebondis juste sur ce que vous avez dit, Dr Akbi. Vous avez parlé de commencer rapidement. Selon vous, à partir de quel moment il faudrait commencer? C'est assez personnel parce que chacun son rythme, chacun ses besoins. كاين des résidents يحتاجوا يديروا je sais pas moi 4 couches, d'autres 3 couches, d'autres 2 pour eux 2 couches suffisent. Pour moi commencer bon ça sera en décembre je pense cette année aussi donc mois d'août. Ouais, il faut commencer au mois d'août pour moi. Après ça dépend. D'autres voudront se reposer pour commencer en septembre. C'est variable. Mais si on veut faire 2 à 3 couches, qu'on veut prendre son temps, peut-être commencer en août, ce serait bien. Parfait. Donc, on est en plein dans le planning. C'est-à-dire, si une personne, elle est parmi nous aujourd'hui, elle décide de commencer demain, elle est toujours dans les temps. Qu'en est-il de Dr Guilil? Quelles étaient vos premières impressions avant le début de la préparation? Pour ma part, bon, je savais qu'il y avait énormément de cours, énormément de trucs à apprendre, mais une personne m'avait dit qu'il faut plonger dans le bain. Donc, c'était le mot-clé que j'avais dans ma tête. Donc, une fois, je réfléchissais pas si ça va me suffire le temps, donc je me suis plongée. Et donc, j'étais motivée pour terminer. J'avais fait un planning et j'étais motivée pour terminer ce planning. J'avais décidé de faire
au moins 3 couches et j'étais motivée pour le faire. Donc, c'était motivation. Pour ma part, c'était le mot motivation. Parfait, Yatek Saha. Docteur Zaloré, qu'en est-il pour vous? Bon, de ma part, ma première impression, c'était au début, c'était le stress. Je me sentais perdue et je ne savais pas d'où commencer. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé par trier mes documents par planchage, par approche syndromique, et les planchages et la systématique. Donc, chaque planchage classé avec les bactéries et les germes correspondants. Au début, j'avais un plan qu'on a fait moi et mon collègue, et au fur et à mesure, j'adaptais ce programme selon mes imprévus, selon la difficulté de chaque planchage, et voilà, c'était ça. Donc, au début, c'était stressant, mais il suffit de commencer. C'est ça. Donc, en fait, l'idée générale que moi je retiens de vos différentes interventions, c'est qu'il faut, évidemment être motivé, dépasser l'angoisse du début et surtout être organisé. Alors, justement, j'aimerais rebondir sur ce point de l'organisation parce qu'il y a eu quelques mots que vous avez utilisés. Vous avez parlé de planning. Je pense que c'était le docteur Akbi qui a parlé d'un planning qui change tout le temps. Alors, justement, on dit souvent que c'est la stratégie qui mène plutôt c'est l'action qui mène à la stratégie et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut commencer puis planifier. Donc, est-ce que pour vous c'était vrai? C'est-à-dire que vous avez d'abord commencé avec un planning sur le court terme ou sur le moyen terme et au fur et à mesure vous avez arrangé votre planning, ou là vous aviez, c'est-à-dire établi de base un planning et vous avez essayé de le suivre durant toute la préparation. Alors on va changer cette fois-ci, on va laisser le docteur Akbi commencer. C'est vrai qu'initialement, on commence par faire un planning et on espère s'y tenir. Au final, les choses ne se passent pas ainsi. Il y a des imprévus, il y a des planchages qui prennent plus de temps que prévu. Des fois, on est malade, des fois, on est fatigué. Il y a des planchages qui prennent moins de temps que prévu. J'ai pas eu ça, mais bon. Du coup, au final, il a fallu s'adapter au fur et à mesure. Parce que c'est ça le truc, c'est-à-dire que faire un planning, l'adapter au fur et à mesure, ok, mais par contre, il ne faut pas s'étaler. Donc, il faut savoir se fixer des limites. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, à partir de fin septembre, fini les premières couches, j'entame les secondes couches. Donc, il ne faut pas non plus s'étaler de manière à, je ne sais pas, finir les premières couches en novembre alors que c'était prévu de les finir en septembre. Donc, oui, il faut savoir s'adapter, mais pas trop. Alors justement, si on revient sur le Dr Guelleh, je sais que vous avez un planning. Généralement, toute personne qui souhaite préparer le DEMS, elle utilise le planning de Dr Guelleh. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu le suivre de A à Z, ou là il y a eu pas mal de changements? Alors, je pense que Dr Guelleh a un souci peut-être avec son micro. D'accord. Maintenant, est-ce que le son revient? Est-ce que vous avez entendu une réponse ou là, aucune réponse? Non, pas du tout. Maintenant, je vous entends. Vous pouvez commencer. D'accord. Pour le planning, j'ai tracé d'abord la liste des cours que je dois réviser. Donc, j'ai pris tous mes planchages, j'ai pris le programme qui était inscrit sur un des cours de Alger, des documents de Alger. Donc, j'ai d'abord tracé tous les cours que je dois apprendre. Après, j'ai commencé par la première couche. Pour la première couche, c'est vrai, on ne peut pas se tenir au planning, donc il y a des planchages qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Mais à partir de la deuxième couche, on va s'adapter un peu plus. Et généralement, on respecte durant la deuxième couche. Mais durant la première couche, c'est vrai. Mais comme a dit Dr Akbi, il faut se donner une limite. Il ne faut pas, par exemple, trop traîner dans des planchages pour ne pas rentrer dans le retard. Très bien, entendu. Je pense qu'on a entendu. Non, il reste encore Dr Hamzaoui, qu'on n'a pas entendu, et Dr Zerouki.
Oui, honnêtement, comme ont dit mes collègues, moi aussi, enfin, on commence pas déjà dès le début avec un plan précis. Yani, dès le départ, on n'a pas un plan précis. Bien sûr, on peut pas se permettre de prendre vraiment beaucoup de temps. On dit par exemple que pour la première couche, on attribue à la première couche, par exemple, je dis un mois ou là. Ok, on a des grandes lignes, mais on construit vraiment notre plan au fur et à mesure, en avançant dans les révisions, en voyant ce qui marchait le mieux pour nous, pour moi. Donc, j'ai adapté mon plan, mais tout en respectant les grandes lignes. Donc, je pense qu'on a un petit peu adopté la même stratégie sur ce point-là. Sans doute, oui, oui, c'est ce que je remarque. C'est-à-dire, il y a des points qui reviennent entre vos différentes interventions. Docteur Zerouki, est-ce que c'était la même chose pour vous? Oui, c'était à peu près la même chose. C'est la première couche qui va définir la façon d'adapter notre plan. Ça nous permet de classer les planchages, on va dire, en long et difficile et court et facile. Bon, pour moi, c'était les longs et difficiles. La catégorie long difficile, c'était SNC, zoonose, IST, respiratoire et gastro-entérite. Court et facile, on va dire urinaire, materno-fœtal, endocardite infectieuse, ostéo-articulaire, cutanée, chimiothérapie, hépatite. Donc, pour la catégorie long et difficile, je me permettais de faire 4 à 5 jours, surtout pour la première couche. Mais pour les autres, je me limitais à 2 à 3 jours maximum, surtout la première couche. Ensuite, au fur et à mesure, je me limitais un peu plus. Voilà. C'était ça ma stratégie. Donc, justement, par exemple, pour revenir à vous, docteur Zerouki, comment vous avez, c'est-à-dire complété les planchages? Parce qu'on sait que il y a quand même quelques différences entre les différents CPRS. Est-ce que vous êtes basé sur ce qui a été fait, par exemple, du côté de votre CPRS, ou là vous avez essayé de voir ce qui a été fait un peu à droite et à gauche? Non, sincèrement, c'était les documents de notre CPRS en général. J'ai utilisé les anciens résumés, mais que j'ai actualisés, rajouté des trucs, corrigé des trucs. Voilà. Surtout dans tout ce qui est épidémiologie, nouvelles recommandations nationales et internationales. Donc, la première couche, je faisais des recherches. Et c'est cette partie qui prend le plus de temps. Mhm. Entendu. Pour les autres, est-ce que, c'est-à-dire vous aviez une approche comme ça unidirectionnelle, c'est-à-dire vous êtes contenté des documents que vous avez dans le CPRS ou là vous avez essayé de voir à droite et à gauche? Docteur Guellil peut-être? Anna, pour moi, le conseil que je donne à toute personne qui doit réviser, il ne faut pas se perdre dans les supports. Si vous êtes quelqu'un de mousse ou là, il faut préparer vos documents avant de commencer la première couche. Il faut choisir vos documents. C'est ce que j'ai fait au mois mars, avril, mai, parce que je suis quelqu'un un peu de perfectionniste. Je voulais chercher le meilleur support. Donc, c'est pour ça que j'ai créé pour certains cours mon propre support en comparant plusieurs sources. Mais ça ne doit pas se faire quand on entame la révision du 2M. Ça doit se faire bien avant. Donc, une fois vous le faites, choisissez un seul support et apprenez à partir d'un même support que vous allez apprendre durant la première couche, deuxième couche et troisième couche. Il ne faut pas se perdre les supports. Donc, si vous voulez préparer et si vous n'avez pas confiance dans le support que vous avez, il faut préparer bien à l'avance votre support, soit avant de commencer la première couche. Entendu. Je me permettais de dire que voilà, c'est ça le conseil que je pourrais donner parce que moi aussi, c'était ça l'erreur. J'avais pas mes propres supports et j'avais plus de temps pour les préparer et l'erreur que j'ai faite, c'est de m'étaler sur plusieurs supports. Donc, il faut pas faire ça parce que ça vous perturbe et voilà. Alors, je pense que le message a été bien reçu. Docteur Akbe, est-ce que
pouvez, c'est-à-dire partager avec nous votre expérience par rapport à ce point. Alors, pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Parce que ça, c'est un conseil que j'ai entendu plusieurs fois pendant ma révision. Et c'est un conseil qui est super logique. C'est tout à fait logique. Mais, Anna, personnellement, je ne fonctionne pas comme ça pour mes révisions. J'ai toujours révisé de la même façon, de la première année pharma jusqu'à la fin de la spécialité. Moi, j'ouvre plusieurs supports, tous les bouquins qu'on puisse avoir, différents. J'avais pas mes propres résumés parce que je déteste faire des résumés. Donc, j'ouvrais les différents résumés que j'avais. Et en fait, je lisais sur plusieurs supports, sur tous les supports. Je highlightais un petit peu tout ce qui m'intéressait, je corrigeais ce qu'il y avait de faux, je rajoutais ce qui devait être rajouté, et j'ai gardé tous ces supports, que ce soit entre la première couche et la seconde couche, parce que j'ai pas eu le temps de faire la troisième. Après, bon, ça reste mon style de révision, et c'est la méthode de révision que j'ai toujours eue depuis la première année pharma, depuis même avant la pharma. Donc pour moi, le meilleur conseil pour réviser le DEMS, c'est de ne pas changer la technique de révision qui fonctionne pour vous. C'est-à-dire que si votre technique, c'est de travailler sur un support, de ne pas vous emmêler les pinceaux, de garder un truc, mais les 4 mois avant le DEMS, de faire 36 000 supports au coup de travail. Maintenant, si votre style de révision, c'est d'ouvrir plusieurs supports à la fois et de lire à travers sur plusieurs supports à la fois, et vous avez toujours fonctionné ainsi, et c'est comme ça que vous arrivez à fixer l'information, c'est comme ça que les choses fonctionnent pour vous, eh bien, soit vous continuez à réviser de la même façon. Donc, Anna, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai beaucoup écouté, mais que j'ai décidé de ne pas appliquer. Bien reçu. Ça prouve encore une fois que, c'est-à-dire les méthodes divergent, mais c'est-à-dire toute personne peut avoir et peut développer sa propre méthode de révision et peut réussir. Donc c'est ça ce qu'on va retenir de votre intervention. Alors, on n'a pas entendu, je pense, Dr Hamzaoui à ce sujet. Oui, je suis là. Tout d'abord, j'ai une petite idée. Alors, avant d'oublier, quand vous commencez les révisions et surtout la première couche, essayez de commencer par les planches ou les cours que vous appréciez le plus. Ça permettra de vous stimuler, de vous ouvrir l'appétit et ça évitera le blocage. Enfin, personnellement, j'ai procédé ainsi. Alors maintenant, pour tout ce qui est technique, stratégie de révision, alors à la différence de Dr Akbi, moi je peux pas travailler sur 1001 références à la fois. Ça c'est moi, d'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est de préparer un seul support. Et moi, comment je fonctionne? Ça doit être un support sous format Word. Je peux pas réviser sur des diapos ou là sur des... non. Ça doit être organisé sous format Word, soit écrit à la main, ma propre écriture, ou bien sous format électronique de document Word. Donc, il a fallu que je consacre une bonne partie de mon temps, de 2 mois ou bien plus, à la préparation de ces supports-là. Et après tant d'années, je regrette de ne pas avoir commencé tôt. D'ailleurs, c'est le message principal de mon intervention aujourd'hui. On sait nos habitudes, on sait comment on fonctionne, et donc, vaut mieux commencer tôt, préparer tout ce qu'il y a à préparer avant le début de la révision réelle. Parce qu'une fois on commence, on n'a plus le temps de faire des résumés ou la préparer des supports. Là. Donc, il faut bien... je préfère insister sur ce point-là parce que ça fait la différence. Préparer les supports pour les gens qui ne peuvent pas réviser sur 1001 références, qui ne peuvent pas, bon, ça risque de les perturber. Donc, tout préparer à l'avance pour commencer à avoir vraiment une base solide sur laquelle on peut démarrer. Voilà.
Alors, justement, je rebondis sur ce point et je vous relance, docteur Hamzaoui. La question c'est-à-dire qui me traverse l'esprit à chaque fois, c'est comment garder un équilibre entre des supports qui sont fournis, c'est-à-dire assez riches en informations, et ne pas tomber dans l'excès. Parce que moi, c'est la principale crainte que j'ai par rapport à ma préparation, c'est le fait de tomber dans l'excès. Donc, comment, c'est-à-dire, aviez-vous préparé vos supports pour trouver un équilibre entre ces deux extrêmes, si je peux dire ça comme ça. Alors, pour être honnête, le Hakim, à ce stade-là, et en préparant mon DMS, je n'avais pas vraiment une méthode pour ça. Moi aussi, à l'époque, je ne savais pas ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Tout me paraissait important et intéressant. Et parfois, ça me mettait trop même de pression. Du coup, je faisais simplement au mieux selon mes capacités de mémorisation. Genre, en préparant les supports, j'essaie de tout noter, d'accord? Tout ce qui me semble intéressant, tout ce qui me semble important. J'essayais de tout noter, de tout organiser, mais après, je ne vais pas dire que j'ai pu tout mémoriser. Non, c'est impossible, on ne peut pas tout retenir. Et donc, vraiment, pour un résident, savoir ce qu'il faut mettre et savoir ce qu'il ne faut pas mettre, ça, je trouve très difficile, oui. Alors justement, on commence à toucher à une certaine problématique, c'est voilà ce qu'il faut mettre les réponses ou ce qu'il faut pas mettre, ou ce qu'il faut mettre surtout avant les supports et ce qu'il faut pas mettre. Alors par exemple, docteur Guidley, comment gérez-vous ce Pour ma part, ce que je trouvais qui n'était pas utile, je l'éliminais tout court. Ou comme a dit ma collègue précédemment, il y a tellement d'informations que c'est impossible de tout retenir. Donc, automatiquement, votre cerveau va filtrer ce qui est important et ce qui ne l'est pas, parce que c'est impossible de tout retenir. Très bien. Pour docteur Akbi, Euh, bon, c'est vrai que c'est super compliqué pour un résident de décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, surtout que ça va aussi dépendre des questions du DMS, parce que si vous avez 4 heures de questions, c'est sûr qu'il va falloir rentrer un petit peu dans les détails. Maintenant, si vous avez 4 heures, 4 questions, il y a moins de temps de mettre les détails. Maintenant, dans mon cas de figure à moi, et là, je ne suis pas le meilleur exemple, parce que j'ai essayé j'ai essayé d'en faire trop à la première couche, et arrivé à la seconde couche, ça s'est filtré naturellement parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié telle notion et que je n'avais plus le temps et que ce n'était plus nécessaire. C'est-à-dire quand on arrive à la seconde couche, on a une meilleure vision des choses qu'à la première. Ce que j'avais éliminé d'emblée, c'était trop de chiffres en épidémio. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord là-dessus, mais Anna, les chiffres, j'ai du mal à retenir ça. Donc, je me disais, tant pis. Je ne vais pas dire que je n'ai appris aucun chiffre en épidémio. J'en ai gardé quelques-uns, mais très peu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en ce qui concerne tout ce qui est caractère bactériologique, caractère virologique, j'ai gardé l'essentiel qui sert sur terrain à l'identification. Pour tout ce qui est viraux, j'ai simplifié tout ce qui est cycle de multiplication. Après, bon, ça ne veut pas dire que c'était ce qu'il fallait faire, mais c'est les décisions que j'ai prises. Maintenant, tout ce qui est détail dans la partie diag, là, je trouve que c'est important. Vraiment, dans la partie diag, plus on a de détails, plus on a de savoir, plus on a de compréhension et plus ça fait la différence au niveau de la rédaction de la question. Donc, côté diag, plus on en sait, mieux c'est. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Mais c'est vrai qu'on a tendance à faire trop en première couche, et puis on le regrette en seconde couche, parce que trop, c'est du temps perdu. très bien, très bien. Alors, je pense qu'il reste docteur Zerouki qu'on n'a pas entendu à ce sujet. Oui, par rapport à ce point-là, moi aussi j'ai décidé de filtrer, j'ai décidé de ne pas retenir des détails,
les chiffres d'épidémiologie, tout ce qui est cycle de multiplication, je suis d'accord avec Dr. Akbi. C'était une décision parce que par souci de temps et par connaissance qu'on a beaucoup de choses à retenir, donc j'ai décidé de retenir l'essentiel de chaque entité pour pouvoir avancer. Voilà. Après, il faut dire que des fois, la notion du détail, elle varie d'une personne à l'autre. Par exemple, moi et Dr. Zerouri, ça nous est arrivé de réviser ou de passer sur des planchages ensemble. Parfois, il y a des informations qu'elle considérait comme importantes. Pour moi, c'est un détail. Et parfois, non. Parfois, moi, je m'arrêtais à une information et elle me disait, vas-y, passe, ça, c'est un détail. Donc, c'est assez variable. Oui, on avait deux méthodologies différentes et deux façons différentes de voir les choses. Très bien. Alors, durant vos réponses, vous avez parlé de l'épidémiologie. Donc, ça me permet de faire le lien avec une autre question. En fait, mais quels sont les documents ou les références, c'est-à-dire qui vous ont accompagné durant toute votre préparation du DEMS? Donc, par exemple, moi, je sais que les rapports nationaux de l'Institut Pasteur concernant la résistance sont importants, et c'est-à-dire les chiffres, c'est une source c'est-à-dire fiable, et c'est la source principale des chiffres en termes de résistance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres documents comme ce document-là qui sont indispensables à avoir durant toute la préparation? Il y a le document de l'INSP, le REM. Il va falloir pour vous télécharger celui de 2024. Il a été récemment publié. Voilà, l'INSP, les chiffres de l'OMS pour tout ce qui est international, et pour le national, c'est l'INSP et l'ARN. Très bien. Est-ce que Dr. Hamzaoui et Dr. Guedlil, peut-être que vous voulez compléter ce Sinon, il y avait pour les Messeria Méningitidis, il y avait une présentation de professeur Talim Ammar sur les sérovars qui sont les plus fréquents. Si je la trouve, je vais vous la transmettre. entendu? Je pense que j'ai les photos si vous voulez. Je peux les partager avec vous. Parfait. Alors, justement, concernant ce point, en fait, à la fin de ce webinaire, je vais proposer la création d'un groupe Facebook qui va rassembler les résidents des différents établissements du pays. Et le but, ça sera justement de créer un espace d'échange et une communauté. Et évidemment, si vous avez des documents à partager avec nous, on sera preneur. Donc, à la fin de ce webinaire, je créerai le groupe et je vous y donnerai accès. Très bien. Il n'y a pas de souci. Ok. Je veux rajouter un conseil concernant l'épidémiologie. Il faut actualiser, il faut avoir une idée concernant ce qui se passe dans le monde et en Algérie surtout. Donc, tout ce qui est épidémie, tout ce qui est actualité, les germes qui circulent, ça, c'est important de le faire avant de commencer la préparation. Comme ça, on arrive à classer tout ce qui est important et voilà. Un autre conseil, si vous me permettez, en ce qui concerne tout, pour rester sur l'épidémiologie, ne vous mettez pas trop de stress pour apprendre trop de chiffres. C'est humain, on ne peut pas tout retenir et on ne peut pas retenir tous les chiffres, c'est quasi impossible. Mais il y a certaines notions, certains points sur lesquels il faut se concentrer. C'est la notion du germe le plus responsable, c'est-à-dire de classer les germes, de classer vos agents pathogènes par ordre de fréquence. Ça, c'est intéressant. Classer les mécanismes de résistance par ordre de fréquence et par région. Ça, c'est important. C'est plutôt plus intéressant, plus important qu'apprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre du tout les chiffres, mais à un moment donné, on va tout oublier. Et c'était une expérience, genre que je partage avec vous, mon expérience personnelle. À un moment donné,
on arrive on oublie et ça risque de nous induire dans un état de panique. Donc, vaut mieux choisir les notions les plus importantes sur lesquelles il faut se concentrer, il faut se baser. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai pas appris de chiffres, mais j'ai essayé d'avoir un classement pour les germes ou dire que ce germe est plus fréquent ou là. Donc, c'est parler en général et ne pas mettre des chiffres. Très bien. Alors, justement, j'aimerais, c'est-à-dire vous poser aussi une question. Alors, bon, on entend souvent des anecdotes et des retours d'expérience de candidats qui ont raté leur DEMS à cause d'erreurs ou là de fautes, d'inattention, ou là, c'est-à-dire ils ont rajouté un élément de la réponse qui n'était pas censé figurer. Donc, ma question serait quels sont les pièges et les erreurs fréquentes c'est-à-dire, ماذا به الواحد il les évite durant le concours, plutôt durant l'examen, et aussi quelles sont les choses qu'il faut obligatoirement mettre dans une réponse. Par exemple, on nous dit toujours durant nos planchages, si c'est une question autour d'une maladie à déclaration obligatoire, il faut la mettre dans l'introduction. Donc, quelles sont les petites astuces qu'il faudrait, c'est-à-dire utiliser, et les trucs qu'il faudrait surtout pas faire pour éviter de rater sa question, de rater son examen. Alors, qui peut commencer? C'est quand vous voulez. Allez, docteur Hamzaoui. Ok. Alors, tout d'abord, il y a une notion très importante. Alors, je vais vous partager maintenant mon expérience beaucoup plus en tant que maître assistante qu'en tant que résidente. Parce qu'à l'époque, moi aussi, je crois faire la même erreur. D'accord? Et c'est de trop écrire. D'accord? Donc, lors d'une question, ces dernières années, on pose des questions qui sont plus précises. Par exemple, structure, physiopathologie, diagnostic. D'accord? Il faut mieux se limiter à ce qui est demandé. Ça évite de se disperser et ça montre qu'on a bien compris la question et qu'on sait aller droit au but. Ça, c'est en premier temps. Deuxième chose, et c'est ce qu'on me pose comme question le plus souvent, c'est accepter de faire et de répondre sous forme de schéma et sous forme de tableau. D'ailleurs, je trouve même que c'est une bonne stratégie. À l'époque, je n'avais pas le courage de répondre de cette façon-là. Je préférais écrire, alors qu'avec le temps et avec un peu d'expérience, on se rend compte que c'est une excellente stratégie. Les schémas et les tableaux permettent de gagner de temps, d'éviter des réponses qui sont trop longues et de mettre en avant directement des mots-clés que les correcteurs, que les enseignants cherchent. Un enseignant préfère trouver directement une réponse structurée, organisée, avec des mots-clés, au lieu de lire des paragraphes et des paragraphes à la recherche de mots-clés ou là de ce qu'il veut avoir sur votre feuille de réponse. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est le plan. Donc, c'est important, il ne faut jamais oublier de mettre introduction et conclusion. Ça, on l'a appris dès la première année et on insiste, ça reste valable jusqu'au DEMS. Donc, je disais qu'il ne faut pas trop écrire pour écrire, il ne faut pas trop développer et on se contente à répondre à ce qui est demandé. Alors, il y a aussi la gestion de temps. Je ne sais pas si je peux parler de ça maintenant, docteur Labès, ou bien on reviendra sur ce point. Allez-y. Voilà. Donc, il y a aussi la gestion de temps. Parfois, on passe trop longtemps sur une question et on se retrouve pressé pour les autres. Le meilleur moyen, c'est d'éviter ça. Donc, restez concentré de ce qui est demandé. Ça vous permettra de gagner de temps. Ça vous permettra de répondre à la question et voilà, d'avoir des notes parce que on concentre notre énergie, c'est-à-dire concentration sur réellement ce qui est demandé et ça nous évite de se disperser. Voilà.
Merci beaucoup, docteur. C'était des conseils très précieux et je suis sûr que l'audience aura su les apprécier. Alors, pour docteur Guellil, quels seraient vos conseils et quels sont les trucs à éviter et les trucs à faire justement pour optimiser Euh, votre réponse? Bon, durant le DMS, vous aurez plusieurs questions. Mon conseil, c'est de commencer avec la question la plus facile. Donc, faut pas commencer par une question difficile qui risque de vous paniquer, qui risque de vous embrouiller les idées. Donc, ça, c'est une erreur qui arrive souvent. La deuxième erreur, c'est trop s'étaler dans des questions où on écrit, et puis on n'aura plus le temps pour les autres questions. Et donc, ça va être très pénalisant. Et trop stressé. Il ne faut pas trop stresser. Voilà, c'est ça les erreurs que je peux citer. Très bien. Docteur Akbi? Alors, en fait, pour donner des conseils aussi précis que Dr Hamzaoui, ça va être compliqué parce que moi, je suis jamais passée du côté correcteur. Il faut dire qu'on est toujours resté du côté rédacteur. Après, bon, il y a des conseils classiques. Par exemple, ne pas trop perdre de temps. Si pour vous, c'est un petit peu comme pour nous, c'est-à-dire 4 heures, 4 questions, il ne faut pas passer 2 heures sur une question. Ça, c'est sûr. Après, moi, je me souviens que je n'avais pas spécialement commencé par la question la plus facile, j'ai commencé par la question la plus longue, mais dont j'avais la réponse. Donc, encore une fois, ça dépend. C'est chacun sa façon d'organiser les choses. Pour ce qui est du fait de rajouter des sous-titres qui n'ont pas été demandés dans l'énoncé, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée avant de passer l'examen. Et au final, ça a été 4 questions, 4 heures, j'ai pas eu le temps. Donc, la question en réalité ne s'est pas posée sur terrain. Là, il y avait pas suffisamment de temps pour faire des titres supplémentaires. Donc, j'ai fini par faire ce qui a été demandé et uniquement ce qui a été demandé. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, je peux pas donner de conseils en tant qu'enseignant parce que voilà, je n'ai pas corrigé. Très bien. Alors, il reste normalement Dr Zalouki, qu'on n'a pas encore entendu à ce sujet. De ma part, par rapport à la méthodologie de réponse, j'ai répondu aux parties demandées. Mon conseil, c'est de ne pas trop s'étaler. Mes réponses étaient sous forme de tableau. J'ai utilisé aussi des schémas. Donc, pour éviter de mettre trop de détails, c'était des phrases simples et assez courtes. On a 4 questions à traiter, des questions trop longues. Donc, il vaut mieux diviser notre temps en 4. Et même si on ne termine pas la question, on passe à la deuxième. C'est mieux de s'étaler sur une question et ne pas avoir le temps de terminer les 4 questions. Voilà. Par rapport au conseil pendant l'examen, mon conseil est de ne pas se distraire et rester concentré, même s'il y aura des perturbations autour de nous. Voilà. Donc, c'est ça mon conseil. Très bien. Alors, justement, concernant vous avez parlé du temps de réponse. Moi, j'aimerais aussi rebondir sur le temps consacré à la révision. Alors, bon, j'imagine que, c'est-à-dire, ça dépend des différents terrains par rapport à la libération. Mais, c'est-à-dire, comment vous avez géré votre quatrième année entre le mémoire, les différents planchages, la révision, et aussi au moment où vous étiez à 100% sur la préparation du DEMS, quel était votre rythme? Est-ce que vous faisiez du 8 heures par jour, 10 heures par jour? Donc, j'aimerais avoir vos expériences. Donc, on commence par Dr Zadoré. Cette question est très personnelle. Chacun son rythme, chacun sa méthode de réviser. De ma part, j'avais beaucoup d'imprévus et j'avais beaucoup d'empêchements. Mais le conseil que je peux donner, c'est de consacrer tout votre temps à réviser, surtout les 2 derniers mois.
Donc, les 2 derniers mois, c'était pour moi, le matin, c'était la partie théorie. Et le soir, je faisais soit des cas cliniques ou bien résistance et antibiotiques. Donc, j'ai divisé mon temps la partie théorique, c'était la matinée, on va dire 8 heures par jour, le dernier mois. Et le soir, à partir de 21 heures, on faisait des cas cliniques, soit des cas cliniques ou bien on révisait les résistances en groupe, par Zoom. C'était des discussions et voilà, parce qu'on était fatigués à la révision tout le matin. Ça nous permettait de nous concentrer. Le soir, on faisait un appel et on faisait des cas cliniques. Voilà. Alors, justement, Yatek Saha, Dr. Zadoki, pour la proposition. À ce propos, je viens d'envoyer le lien du groupe que je viens de créer pour regrouper les résidents des différents CPRS du pays. Donc, je vous invite à le partager entre vous. Évidemment, s'il y a des assistants et des maîtres assistants qui veulent nous rejoindre, avec grand plaisir. Et justement, c'est-à-dire, j'encourage la notion de communauté. C'est-à-dire, si il y a un groupe de R4 qui souhaite commencer à préparer le DEMS ensemble, c'est justement l'objectif de ce groupe, c'est-à-dire de lancer des initiatives. Et voilà, on est un groupe de 4-5, on veut réviser les résistances qui est intéressé. Et justement, toute personne intéressée pourra suivre. Et ça va vraiment aider énormément la révision. Alors, pour les autres, Dr Hamzaoui. Oui. Alors, mon expérience, elle était un petit peu particulière. Il y avait la première année de la pandémie Covid. D'accord? Donc, c'était en 2020, la première année, ma 4e année. En 2020, la première année de la pandémie Covid, on était réquisitionnés, on était bouleversés, on pensait qu'à survivre. Alors, donc, ça fait que je n'ai rien préparé jusqu'au mois de septembre. Le mois de septembre, je savais qu'il y avait l'examen intercalaire de 4e année, comme nous, le CPRS Est, on fait des examens intercalaires. Donc, j'avais l'examen intercalaire de 4e année en fin de novembre. Au début, je me suis surtout concentrée sur l'organisation, comme je vous ai déjà dit, la préparation de résumés, la préparation de support et la révision du programme de la 4e année. Ensuite, à partir de décembre jusqu'au mois de février, parce que j'ai passé le DEMS au mois de février, j'ai attaqué le programme des autres années. Et pour ce qui est répartition, partie pratique, partie théorique, je passais pratiquement tout mon temps sur la théorie, toute la journée pratiquement sur la théorie. Et quand je commençais à me sentir fatiguée, en fin de journée, je faisais un peu de pratique, histoire de changer d'activité et de recharger les batteries. Alors, franchement, le temps consacré par jour à la révision variait beaucoup. C'est très variable. Il y avait des jours très chargés où j'y passais des heures, d'autres où c'était plus léger. Et je pense que c'est normal. L'important, ce n'est pas d'avoir le même rythme tous les jours, mais de garder une certaine régularité sur toute la durée. Après, j'ai fait, oui, plusieurs couches de révision. Ça, c'est important. Plus on en fait, plus c'est bénéfique. Ça, c'est certain. Et je me souviens bien, j'en ai fait 3 couches. La première, c'était vraiment pour balayer tout le programme. La deuxième, pour rentrer dans les détails. Et troisième, pour fixer les choses essentielles. Et il y en a des choses que j'ai perdues tout au long de la route. Et c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup, Dr Hamzaoui, pour votre réponse. Alors, on n'a pas encore entendu Dr Gellil. Alors, pour ma part, pour ce qui est organisation entre mémoire et révision, j'ai d'abord éliminé le mémoire. J'ai commencé très tôt à faire mon mémoire. Donc, une fois j'ai terminé, donc j'ai commencé d'abord à préparer les supports vers mars, avril, mai, je crois. J'ai d'abord préparé mes propres supports. Ensuite,
J'ai commencé la révision vers la fin août, après qu'on ait terminé les planchages. Donc, je voulais terminer durant la première couche, j'ai pas fait de cas clinique, je voulais avancer la première couche, je voulais terminer. À partir de la deuxième couche, j'ai commencé la matinée, plutôt toute la journée, c'était révision. À partir de 21h, je faisais à peu près 1 heure ou 1 heure et demie de cas clinique avec une collègue à moi par Zoom. Donc, je fais minimum 3 couches pour la majorité des cours. Pour certains cours, j'ai fait 4 couches. Donc c'est ça. Donc, c'est au fur et à mesure, vous allez trouver votre rythme de révision et c'est chacun son propre rythme. Donc, chacun, pour la durée de révision, c'est minimum 2 mois et demi à 3 mois pour faire une très bonne révision. Merci beaucoup, Dr. Gellel. Donc, je pense qu'on n'a pas encore entendu Dr. Akbi à ce sujet. Alors, en ce qui concerne la dernière année, moi personnellement, la 4e année, je me suis concentrée sur le mémoire et les planchages de la 4e année. C'est-à-dire que avant soutenance, je n'ai pas entamé de révision. En post-soutenance, après une certaine pause, il a fallu commencer. Donc, à ce moment-là, je donnais tout le temps que j'avais à la révision. Après, bien sûr, c'est clair qu'il y a toujours des imprévus, des imprévus personnels. Donc, ça, il faut gérer. Sinon, voilà, tout le temps que j'avais, c'était pour la révision. Il faut aussi savoir programmer ses journées de pause et ses moments de pause parce que les moments de pause sont aussi importants que les moments de révision parce qu'il faut éviter le burn-out. Donc, ça, c'est important. Alors, comment je m'organisais une fois qu'on a été libéré? Moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que les 2 premières heures de la journée, c'était pour tout ce qui est ATB et résistance. C'est-à-dire que moi, les résistances et les antibiotiques, j'ai du mal à faire ça le soir. Donc, les 2 premières heures de la journée, c'est ATB résistance. Puis le reste de la journée, c'est planchage avec la systématique qui va avec. Et les 2 dernières heures de la journée, c'est cas clinique. Voilà. Alors, justement, par rapport au cas clinique, comment vous avez procédé? Est-ce que c'était comme pour la théorie? Vous avez rassemblé, avant de commencer la révision des cas cliniques, quelles étaient vos sources et surtout quels étaient les supports que vous avez utilisés pour préparer votre partie pratique? Pour ma part, pour les cas cliniques, j'avais surtout cherché sur Internet. Il y a la cas clinique sur microbiologie clinique et il y avait microbiologie médicale. Il y a des sites, ces 2 sites, il y a plusieurs cas cliniques que vous allez trouver. Il y a un site, il y a un document de plus de 300 pages qui englobe plusieurs cas cliniques de biologie clinique, mais il y a des parties de microbiologie, donc avec corrigé. Sinon, il y avait plein de photos de cas cliniques d'un document de Constantine, je pense, où il y avait plein de cas cliniques et de supports de MS. C'était des examens, je pense, des examens de MS et de première année. Donc, c'était ça les supports que j'utilisais pour la révision de la partie pratique. Très bien. Pour les autres, Dr. Hamzaoui? Ok, alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la partie théorique et de la partie pratique. Pour la partie théorique, pour tout ce qui est 2e année, j'avais mis à part le grand chapitre des antibiotiques et des résistances. Ça, c'était comme si toute la 2e année tournait autour de ça. Après, pour la 3e et la 4e année, je travaillais surtout par planche, tout en révisant la systématique en parallèle. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Par exemple, j'avais une chemise étiquetée gastroentérite bactérienne. Alors, à l'intérieur de cette chemise, je regroupais tout ce qui concernait ce thème, tout ce qui concernait les gastroentérites bactériennes, mais aussi les cours de systématique de première année sur les bactéries responsables des gastroentérites. Et ça m'a permis de vraiment gagner du temps parce que je faisais à la fois et la 3e année, par exemple, et la première année, et la 4e année, et la première année. Donc, les cours de systématique étaient inclus dans les planches. Maintenant, pour ce qui est la partie
pratique, je dirais 3 choses. Il y a 3 volets. Volet sérologie, volet antibiotiques, phénotype, résistance et volet cas clinique, donc le volet purement clinique. Pour tout ce qui est profil sérologique, j'ai fait des résumés des profils sérologiques possibles avec leur explication, interprétation, des fiches claires sur les phénotypes de l'antibiogramme et je me suis entraînée à résoudre le maximum de cas cliniques. Les sources, un petit peu tout ce qui tournait à l'époque, tout ce qu'on a partagé entre nous à l'époque, tous les cas cliniques, les phénotypes de résistance, et voilà, je pense que c'était tout. Très bien. Alors, normalement, docteur Akbi, on ne vous a pas encore entendu à ce sujet. Alors, les cas cliniques, en fait, il y avait déjà il y a des paquets de cas cliniques chez Nasser Copy, donc c'est un bon début. Après, il y avait aussi des drives de cas cliniques qui circulaient. En fait, voilà, les cas, ça se transmet de génération en génération chez les résidents. Donc, j'ai juste récupéré ce que j'ai pu trouver chez les résidents qui avaient passé le DMS avant moi. Mais bon, le souci avec les cas cliniques, c'est que c'est pas systématiquement corrigé. Et donc, d'où l'intérêt de faire des sessions de groupe. Merci beaucoup. Oui, donc vous voyez cette notion de groupe et de communauté, ça revient souvent. Donc c'est vraiment intéressant et comme je l'ai dit plusieurs fois, je voulais que ce webinaire soit le début de la création d'une communauté parce qu'il y a pas mal de fois où c'est-à-dire je reçois des questions. Est-ce que tu connais un résident de Constantine? Est-ce que tu connais un résident d'Oran? Donc le but du groupe, ça sera aussi de regrouper les différents résidents du pays. Alors, docteur Zeroki, on vous a pas entendu, je pense, sur ce sujet. Alors, pour les cas cliniques, il y a un document que vous pouvez récupérer de Nasser Copy. C'est un document qui regroupe pas mal de cas cliniques du DMS et de première année et de toutes les années. Il y a certains qui sont corrigés, il y a d'autres non. Il y a aussi des drives. Je vais chercher, je pourrais les transmettre. Il y a des drives classés aussi par planchage ou par syndrome, de cas cliniques, de profils antibiotiques. Voilà, c'est les cas qu'on a utilisés. Pour ma part, c'était beaucoup plus de faire les cas cliniques en groupe. J'ai déjà parlé de ça. Je trouve que c'est plus rapide et ça permet de mieux réfléchir, de discuter. Comme ça, on gagnera de temps. Voilà, c'était en fin de journée pour moi. C'était soit de faire les résistances ensemble, soit des cas cliniques par syndrome. Par exemple, si on révisait le planchage respiratoire, on faisait des cas cliniques le soir de respiratoire, du même planchage. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste avant de clôturer cette partie qui a porté sur tout ce qui est méthodologie de préparation et méthodologie de réponse, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors oui, j'ai une petite remarque à faire. Comme docteur Akbi l'a dit, il faut faire attention aux cas cliniques. Il n'y a pas forcément toujours de corrigitype. On trouve des réponses qui ne sont pas forcément toujours les bonnes. Donc vraiment, il faut faire attention à ce point-là. Peut-être sur des feuilles d'ancienne génération, ce sont des réponses de nos collègues, les essais de nos collègues. Donc, il faut pas faire attention à ce point-là. Pas toutes les réponses que vous trouvez sur les cas cliniques qu'on partage ou là, les photocopies qu'on fait, pas toutes les réponses ne sont pas forcément justes. Voilà. Très bien, merci beaucoup, docteur Hamzaoui. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Concernant le fait de faire des cas cliniques sur la même thématique du planchage de la journée, moi, je faisais les choses différemment. C'est-à-dire que moi, les cas cliniques, je les faisais en différé.
Donc, par exemple, les cas cliniques de cette semaine portaient sur les planchages de la semaine précédente. Et les cas cliniques de la semaine prochaine allaient porter sur les planchages de cette semaine. Encore une fois, ça reste des techniques personnelles. Moi, ça m'aidait à moins oublier. C'est-à-dire que après avoir fait un planchage, j'étais sûre que j'allais d'une façon ou d'une autre le revoir à un moment avant la seconde couche, grâce au cas clinique. Très bien, merci beaucoup. Alors pour les autres, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui concerne méthodologie de préparation et méthodologie de réponse? Alors, s'il y a pas d'autres interventions, juste avant de passer à la partie finale de notre webinaire, je vais passer sur une autre partie qui porte plus sur la gestion émotionnelle et la gestion du stress. Donc, on sait tous que, vous avez déjà parlé de ça durant vos différentes réponses. Le DMS, c'est un examen qui est stressant, le programme est chargé. euh, Peut-être que par rapport aux autres examens qu'on a passés, on a beaucoup plus de responsabilités étant beaucoup plus âgé que, par exemple, lors de la préparation du concours d'accès au résidana ou lors des préparations des autres examens qui étaient déterminants pour nous. Donc, j'aimerais savoir comment, c'est-à-dire vous avez vécu la préparation sur le plan émotionnel. Alors, qui veut commencer? Alors, pour la gestion émotionnelle, donc, il faut rester motivé. Il faut se dire que tout est possible. Il faut rentrer avec la mentalité de je vais rentrer, je vais passer un examen et je vais l'avoir. Un point, c'est tout. Il faut s'éloigner des personnes qui sont un peu trop stressées et qui sont un peu démoralisantes. Donc, moi, j'ai eu affaire à ça. Donc, il y avait une personne qui était un peu trop stressée et qui me donnait un peu des ondes négatives. Donc, moi, je conseille de s'éloigner de ces personnes-là. Sinon, il faut rester tout le temps motivé. C'est pas facile. Quand vous êtes fatigué, il faut se reposer. Quand votre cerveau n'est plus capable d'assimiler, il faut s'arrêter. Il faut prendre des pauses s'il en faut. Il faut sortir. Il faut un peu se changer les idées, regarder un film, faire un tour. Sinon, il faut rester motivé et il faut se dire que au final, ce n'est qu'un examen. J'ai passé 4 années, donc j'ai assez de bagages pour répondre à une question de 2MS. Vous n'êtes pas résident pendant 4 années pour rien du tout, donc c'est pas rien. Vous avez des idées, vous avez des notions, vous avez des informations que vous avez accumulées durant tout votre cursus. Donc, il faut rester motivé. Il faut dire que c'est juste un examen comme les autres. Il est un peu décisif, mais il n'est pas pénal. Donc, il faut même pas penser au rattrapage. Donc, vous ne vous dites même pas que, Mali, si je l'aurais pas, il y aura une autre chance. Non, vous aurez juste l'idée en tête que vous allez faire un examen et vous allez l'avoir. Donc, il faut rester motivé tout le temps et faire des pauses quand il le faut. Merci beaucoup, Dr. Hillel. Dr. Zadoré, qu'en est-il pour vous? Comment avez-vous géré votre préparation sur le plan émotionnel? Alors, mon expérience est assez particulière, on va dire. J'avais beaucoup d'empêchements et d'imprévus. J'étais en déménagement. Je suis là pour vous donner de l'espoir. Donc, c'était une période très, 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 on va dire, atypique pour moi. Et j'ai su garder la motivation grâce... en fait, j'ai banalisé les choses, on va dire. J'ai pas beaucoup stressé. Même si j'ai pas beaucoup stressé, mais j'ai su gérer mon stress en disant que vous allez vous rigoler. Écoute, on parle les 2MS Fourayed. Si vous connaissez la هذيك le rire. Donc 2MS Fourayed. كنت نقرا له كنت نوجد له et نقولوا بليك توفيق من عند ربي سبحانه ادعيو سي امبورطون لا جيستيون دو ستريس هدايا منين كيفاش نقدروا نجيريوها ادعيو ربي سبحانه نتوما ديروا اللي عليكم
vous avez un planning, vous faites ce que vous avez à faire. Je faisais des pauses, je faisais des périodes des primes. C'était pas une période de préparation parfaite pour moi. J'ai passé par des périodes difficiles, mais alhamdoulilah, il faut savoir revenir وتكملوا même si حبستوا 2-3 jours معليش عاودوا ولوا عاودوا vous vous adaptez وتكملوا هذه هي genre c'est pas ce n'est qu'un fourayet. Merci beaucoup, Dr Zadorke, pour ces ondes positives et cet espoir que vous nous avez transmis. Passons à Dr Hamzaoui peut-être. Oui, avec plaisir. Alors, durant la révision, il y a forcément des hauts et des bas. C'est normal de passer par des moments de doute, des moments de fatigue. Mais aussi, il faut avoir toujours de la motivation et de la confiance. Alors, l'essentiel est d'accepter ces fluctuations, de ne pas se décourager dans les moments difficiles. Alors, on partage avec vous nos expériences pour vous dire qu'on peut avoir vraiment des imprévus. Bon, Dr Zerouki a partagé avec vous son expérience. Moi, j'avais des soucis de santé, alors très difficiles durant la période de la préparation, mais très difficile. Je ne peux pas vous dire à quel point c'était difficile. Ces moments difficiles vont passer. Il faut garder une certaine régularité. Il faut se reposer, ça c'est certain, parce qu'on ne peut pas maintenir un rythme, on ne peut pas maintenir le même rythme. Alors la révision, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Voilà, c'est l'expression que mon père me disait. Et quoi d'autre? Alors, il faut se reposer, mais un conseil de sœur et pas de consoeur, il faut pas que les moments de repos soient trop longs, parce que ça risque de vous couper le rythme. Une fois on a un rythme, même si ce rythme-là augmente et diminue, mais l'essentiel est de rester sur la piste. Il ne faut pas que votre rythme se coupe pendant de longues périodes, sinon la reprise sera difficile. À part ça, c'est très normal de stresser, c'est très normal de se sentir fatigué. Écoutez votre corps. Voilà. Merci beaucoup, Dr Hamzaoui. Donc, on va conclure avec l'intervention de Dr Akbi à ce sujet. Alors, bon, Anna, pour moi, en ce qui concerne le stress, j'ai vécu la chose assez différemment. C'est-à-dire que moi, j'étais la personne hyper stressée, toxique, en négatif dont parlait Dr Gullil. Bah, c'était moi, faut le dire. Moi, je vais apporter une autre vision des choses, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, la période de préparation du DEMS, c'est la période c'est une période très compliquée, et bizarrement, c'est la période où tous les problèmes de vie vont apparaître. Comme vous l'avez dit, à un moment, on a pris de l'âge, c'est-à-dire que on commence à avoir, nous, des problèmes de santé. Beaucoup d'entre nous ont des familles, ils ont des enfants, et du coup, un enfant peut avoir un problème de santé pendant cette période. Les parents ont pris de l'âge, et du coup, les parents commencent à avoir également des problèmes de santé. Moi, c'était ça. Moi, c'était mon père qui a fait un problème de santé majeur pendant la période de révision du DEMS. Et donc, c'était stressant. Et j'étais stressée. Et moi, ce que je vais dire aux gens, après, ça reste ma vision des choses, c'est qu'il faut accepter le stress. C'est-à-dire que moi, la vision du forayed et c'est rien et c'est juste un examen, moi, c'est une vision que je déteste et qui ne m'aide pas à aller mieux. Anna, pour moi, c'est un examen difficile, c'est un examen compliqué, c'est très chargé, c'est la vérité. À un moment, il faut accepter les vérités et le stress qui va avec, il faut l'accepter.
Donc moi, ce que je dirais, ce que je conseillerais aux gens, ce qui a marché pour moi, c'est de trouver une personne qui a globalement le même caractère que vous et qui ne soit pas dans la même promo, de préférence une personne qui a déjà eu le DEMS. Et discuter avec cette personne-là. Parce que si vous êtes une personne hyper stressée, vous allez avoir besoin de parler, d'exprimer le stress. Et pour vos collègues qui sont dans la même situation, eh ben ça, vous pouvez facilement passer pour Miss Onde négative. Ça se comprend, Yannis, c'est tout à fait compréhensible. Chacun gère le stress à sa façon. D'où l'intérêt d'essayer d'être en contact avec une personne qui a déjà eu son DEMS, une personne qui a la même façon de voir les choses que vous, qui va vous comprendre, et à ce moment-là, de pouvoir parler avec cette personne-là. Parce que pour moi, il n'y a pas pire quand on a un profil, on va dire, un petit peu anxieux, un petit peu stressé, il n'y a pas pire que de parler à une personne, de s'exprimer avec elle, de lui dire, voilà, je suis stressée, il y a ça qui manque, qui me pose problème et tout, j'arrive pas à passer outre telle chose, et que la personne en face trouve que, c'est rien, qui dit derrière, franchement, c'est facile, il n'y a pas pire. Je sais que ça vient d'une bonne intention, c'est-à-dire que la personne en face essaye de dédramatiser les choses, elle essaye de réduire la gravité, on va dire, de la situation, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Donc, mieux vaut discuter avec une personne qui vous comprend, une personne qui saura gérer un petit peu tout ça, et de préférence, il faut que ce soit une personne qui n'est pas dans la même situation, c'est-à-dire que Jazz a déjà le DEMS, elle a déjà son DEMS ou pas, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas dans le même bain. Comme ça, vous n'allez pas transmettre votre stress à des personnes qui déjà sont en difficulté. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu une version différente des choses. Anna, je suis pas pro, c'est rien, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est rien, c'est pas si compliqué, c'est juste un examen. Là, c'est pas juste un examen. C'est difficile, mais ça va bien se passer. Merci beaucoup pour votre réponse, docteur. Et je suis très heureux parce que au moment où on a constitué le panel, on souhaitait vraiment que ce soit un panel différent, c'est-à-dire qu'il y ait des profils différents. Et je pense que qu'on a atteint cet objectif, docteur Arabi et moi. On a pu, c'est-à-dire avoir 4 intervenantes avec des profils différents, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan émotionnel. Et je pense que notre audience saura apprécier ce point. Allez, dernière partie de notre webinaire, parce qu'il commence déjà à faire tard, donc pour conclure. Donc, j'aimerais vous poser une question concernant le jour J. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, c'est-à-dire le jour du DEMS, comment vous l'avez passé, comment vous êtes organisé, parce qu'il y a une certaine logistique généralement, c'est-à-dire pour certains, il va y avoir un bon déplacement, par exemple, de Tlemcen, on se déplace jusqu'à Constantine. Donc, est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter votre journée, comment vous l'avez passée, quels étaient les moments, c'est-à-dire importants durant cette journée? Allez, on commence par Dr Hamzaoui. Alors, moi, j'étais à Annaba, donc j'ai fait mon cursus à Annaba, et on passait l'examen à Constantine. Je me suis déplacée la veille pour éviter les déplacements de dernière minute. Voilà. Sinon, pour tout ce qui est stress le jour de l'examen, moi, je veux pas vous mentir, je suis la personne qui stresse. Je suis la personne qui stresse et qui ne gère pas son stress. Donc, vraiment, je suis la mauvaise personne à donner des conseils par rapport au stress. Je crois, oui, moi aussi, je suis la personne toxique dont parlait Dr Elil. Et on est deux, Dr Akbi. Le jour de l'examen, bon, ça date quand même. Hein. Ça date quand même ça fait presque 5 ans. La chose qui m'a marquée et de laquelle je me souviens jusqu'aujourd'hui, c'est que les enseignants étaient très sympas. Ils ont vraiment essayé de nous mettre à l'aise, d'absorber avec le stress. Puis, une fois qu'on a les questions devant soi, croyez-moi, le stress s'efface assez vite. On se plonge dans les réponses, on oublie toute cette histoire de stress. Alors, croyez-moi, parce que je vous ai dit que je suis une personne hyper, super, méga stressée et stressante pour l'environnement. Donc, une fois qu'on a les copies, une fois qu'on commence à répondre,
on oublie toute cette histoire de stress. Une seule chose, il faut pas être perturbé par tout ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est très important. Une personne qui a terminé avant le temps, ok. Une personne qui a un souci dans la salle, ok. Il faut vraiment avoir des nerfs glacés. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Une personne qui a écrit 4 feuilles, 5 feuilles, alors que vous n'avez pas encore rempli une double feuille, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai une toute petite écriture. Alors, une double feuille, je dois écrire vraiment, vraiment des livres et des livres. Ok? Par contre, il y a d'autres personnes qui ont une écriture encore plus grande. Et à un moment donné, durant mes examens intercalaires ou même durant mon examen de première année, ça me stressait. Parce que pour moi, les gens trouvent beaucoup de choses à écrire alors que moi, non. Et c'est faux. D'accord? Donc, ne soyez pas, s'il vous plaît, stressés, ne soyez pas déconcentrés par ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous sur votre feuille. Et on insiste sur la notion du temps. D'accord? La clé de la réussite de votre jour J, de votre examen, c'est d'attribuer dès le départ un temps à chaque question. Si on a 3 heures pour 3 questions, 4 heures pour 4 questions, on peut compter environ 1 heure par question. Après, bien sûr, il faut adapter. Bon, certaines questions demandent moins de temps, d'autres un peu plus. Le plus important, d'éviter de rester bloqué trop longtemps sur une seule question. Et je crois que même Dr Zerouki a parlé de ce sujet-là. Même si, par exemple, j'attribue 1 heure à la première question, l'heure se termine et je n'ai pas encore terminé la réponse, je passe à autre chose. C'est bon, il faut être discipliné sur ce point-là. Voilà. Merci beaucoup, Dr Hamzaoui, pour vos conseils très précieux. On passe à Dr Guelleh par rapport au Oui, alors on a dû faire le déplacement de Tlemcen à Constantine, donc c'était l'avant-veille. Pour la veille, j'ai dû réviser un peu le tout, faire juste un petit check-up sur tous les cours. Pour le jour J, sincèrement, j'ai très bien géré le stress et j'étais pas très stressée. Je me suis assise à la première place pour ne regarder personne, ni regarder personne rédiger, ni les profs, ils étaient très très gentils avec nous. Ils nous ont mis vraiment très à l'aise. Pour la rédaction, une fois ils nous ont donné les 4 questions, je me suis dit ça va, j'ai les informations globales sur tous les cours, donc je suis capable de rédiger. J'ai commencé par la question la plus longue, donc une fois terminée, je lui ai consacré plus de 1 heure et demie. Ensuite, les autres, c'était des petites questions. Je savais que le temps me suffira. Donc, une fois j'ai terminé, j'ai fait par ordre de questions qui nous ont été transmises. Et je suis arrivée juste. Donc, une fois ils nous ont dit c'est bon, on arrête, j'avais terminé la conclusion de la dernière question. Donc, il faut rester très concentré, il ne faut pas se perturber, il faut regarder personne. Comme a dit Dr Hamzaoui, chacun son rythme, chacun son écriture, chacun ses informations qu'il a dans la tête. Donc, il faut vraiment se concentrer sur soi-même. Et il faut dire que j'ai passé 4 ans à étudier, et j'ai passé 3 mois ou 2 mois de révision. Donc, je pense que n'importe quelle question qui pourra être posée, j'aurai assez d'informations pour pouvoir rédiger. Il faut mettre ça dans la tête pour être un peu confiant et bien rédiger doucement et sereinement vos questions. Et bon courage et là, c'est pour tout le monde. Et Inch'Allah, vous aurez tous votre DMS. Merci beaucoup, Dr Guelleh, avec Saha pour vos conseils et vos ondes positives. Passons au Dr Zerouki pour cette question sur la gestion du jour J. Pour moi, c'était aussi l'examen à Constantine, donc je me suis déplacée l'avant-veille. Il faisait très froid. C'est le seul
souvenir qui me revient. Donc, on a attendu pour longtemps, 2 heures, je crois, là, 2 heures et demie. Le premier jour, le jour de la théorie, j'ai su contrôler mon stress, mais la pratique, je suis là, parce que j'étais fatiguée. Pour la réponse, j'ai divisé le temps en 4, c'est par rapport aux questions. J'ai commencé par la question la plus facile pour moi. Voilà, et le conseil que je peux vous donner, j'ai déjà parlé de ça, il faut rester concentré, il faut se concentrer, voilà, il ne faut pas se distraire avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est tout, c'est le seul conseil que j'ai pour vous. Merci beaucoup, docteur, pour vos précieux conseils. On va conclure avec docteur Akbi. Alors, pour moi aussi, l'examen a été à Constantine. Du coup, on s'est déplacé l'avant-veille. La veille, j'ai révisé. J'ai même super bien révisé la veille, donc j'ai pas respecté. Après, encore une fois, ça dépend des gens. Pour certains, il ne faut pas réviser la veille. Pour d'autres, c'est OK de réviser la veille. Moi, j'ai toujours fait partie des gens qui révisent la veille sans le moindre problème. Donc, pourquoi s'en priver? Du coup, j'ai bien révisé la veille. Le jour de l'examen, bah oui, il faisait froid, oui, il faisait super froid. C'est vrai qu'on a attendu très longtemps et ça, c'était un petit peu perturbant d'attendre les profs 2 heures et de commencer à spéculer pourquoi ça a autant tardé, qu'est-ce qui se passe, machin. 4 questions, 4 heures, donc 1 heure, à peu près 1 heure par question, c'est-à-dire que je n'ai pas réellement respecté le timing de 1 heure. Mais quand je dis pas respecter, c'est-à-dire que c'est pas, on va dire de 5 minutes ou de 10 minutes, mais sans plus. Moi, perso, j'ai l'habitude, donc ça ne m'a pas choqué plus que ça, mais j'ai l'habitude de faire comme un trou noir quand on nous donne les questions. Donc, j'ai pas paniqué parce que je sais que ça arrive systématiquement à chaque examen. J'ai laissé le trou noir passer, ça m'a coûté 15 petites minutes. Et puis, j'ai commencé par rédiger la question la plus longue que je maîtrisais. Et j'ai laissé la question que j'ai jugée le moins maîtrisée à la fin. C'est-à-dire que j'ai vécu la situation où voilà, on vous donne 4 questions et vous savez qu'il y a une question qui c'est une question que je n'avais pas forcément bien révisée. Et pourtant, les informations sont venues, la preuve que voilà, c'est-à-dire que même si pendant les 3 mois de révision, peut-être qu'on ne donne pas forcément de l'importance à un planchage en particulier, ça ne veut pas dire ne pas le faire, mais pas lui donner beaucoup d'importance comparé à d'autres. Mais le fait d'avoir bien fait son cursus, d'avoir bien fait ces 4 années de spécialité, en fait, les données reviennent. Je ne sais pas par quelle magie, mais elles reviennent. Donc c'est ce que j'ai fait. La dernière question, la question un petit peu problématique, je l'ai laissée à la fin. Et au final, les informations sont revenues. Donc, tant mieux. Après, pour moi, ce qui est important, mais encore une fois, ça dépend des personnes. Pour moi, ce qui est important, c'est de gérer l'après-midi de la théorie, c'est-à-dire la veille de la pratique. Donc, peu importe ce qui se passe en théorie, peu importe où c'est ça, il faut trouver le courage de réviser pour la pratique. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tout lâcher. Si, encore une fois, on est du genre à réviser la veille. Si on n'est pas du genre à réviser la veille, c'est OK. Mais si on est du genre à réviser la veille, qu'on a besoin de réviser la veille, il faut trouver le courage après la théorie, même si la théorie a été, on le considère catastrophique, parce que c'est pas parce qu'on trouve que nos réponses ont été catastrophiques qu'elles ont réellement été. Il faut trouver le courage de réviser pour la pratique. Donc, on se repose un petit peu et on réentame les révisions pour la pratique du lendemain. Encore une fois, si on a l'habitude de réviser la veille d'un examen. Pour moi, ce que je dirais, mais encore une fois, c'est personnel. Anna, je déteste qu'à la fin d'un examen, on vienne me dire qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu n'as pas écrit, qu'est-ce que tu as mis pour cette question, quelle étiologie tu as mis, dans quel ordre,
quelle technique de diagnostic tu as mis. Anna, ça, je déteste. Du coup, en sortant de l'examen, je me suis directement isolée. Donc, si vous êtes du genre à ne pas supporter ça, faut le dire. Faut pas hésiter à le dire. Moi, je l'avais annoncé à mes collègues, à mes amis à l'avance en leur disant en post-théorie, ما تهضروش معايا. Je ne veux pas savoir واش درتو, واش ما درتوش, واش كتبتو, واش ما كتبتوش. On oublie tout et on passe à la pratique. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, encore une fois, la gestion du jour J, elle est résident dépendante. Chacun sa façon de gérer. Donc, faites ce qui vous convient et ce qui vous réussit le mieux. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Notre webinaire touche à sa fin. Alors, j'aimerais, avant de prendre quelques questions qu'on a dans le chat, vous laisser le mot de la fin à chacune d'entre vous. Donc, on va commencer dans le même ordre. La première question. Donc, on commence par Dr Hamzaoui. Quel est votre mot de la fin pour nos futurs candidats du DEMS? Alors, s'il y a un conseil que je donnerais et ce que j'aurais aimé savoir avant mon DMS, c'est de commencer tôt. Voilà. Bien s'organiser, bien organiser son temps. Comme ça, on avance progressivement. On garde de l'énergie pour la fin parce qu'on est toujours un peu fatigué à l'approche de l'examen. Donc, le plus tôt on commence, mieux on s'organise, plus on avance sereinement. Faire des résumés aide beaucoup, mais ça reste variable d'une personne à une autre. Alors, surtout, il faut garder en tête que c'est humain d'oublier. C'est normal d'être stressé. Il est impossible de tout retenir. L'essentiel est de rester constant. Alors, on ne va pas se mentir, comme a dit Dr Akbi, le DEMS, ce n'est pas une épreuve facile. D'accord ? Ça reste une épreuve difficile, une épreuve stressante, angoissante, tout ce que vous voulez. Mais vous avez déjà parcouru quand même un long chemin. Donc, croyez en vous, organisez-vous et souvenez-vous, ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début d'une autre carrière, Inch'Allah. Donc, vous allez y arriver. Je vous souhaite bon courage. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander aux aînés de l'aide. Voilà, on est toujours là pour vous. Merci. Merci beaucoup, Dr Hamzaoui, Atek Saha, pour votre intervention et vos conseils. Donc, on passe à Dr Akbi. Alors, en fait, Anna, pour moi, le conseil le plus important, c'est ne vous perdez pas trop avec les conseils des autres et avec les méthodologies des autres. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir se faire confiance. Comme l'a dit Dr Hamzaoui, vous êtes arrivé à ce stade-là, mais c'est par hasard, c'est parce que vous le méritiez. C'est après 6 années, voire 7 années de graduation médicale, 4 années de post-graduation. Donc, à un moment, vous avez les capacités de le faire, vu que vous êtes arrivé à ce point-là. Donc, il faut savoir ce qui a jusque-là marché pour vous et ce qui ne marche pas pour vous. C'est pas la peine d'essayer de vous calquer à des modèles de personnes qui ont, entre guillemets, réussi, qui se sont bien classés DEMS ou whatever, si ce système ne fonctionne pas pour vous. Protocole. Par exemple, l'histoire là des supports. Si vous êtes du genre à travailler sur 36 000 supports, ça a toujours été votre style, ne changez pas de style de révision. Si ça marche pour vous. Si vous n'êtes pas du genre à réviser la veille de l'examen, ne révisez pas. Même idée comme X ou Y, moi j'ai révisé tout le programme la veille. Si vous êtes, je sais pas moi, du genre à, par exemple, si vous êtes du genre à ne pas écrire ou à ne pas faire de résumé écrit, ne faites pas. Anna, par exemple, je sais que j'avais une mémoire
auditive. Du coup, c'est vrai que les gens me disaient, par exemple, professeur Ouar nous avait conseillé à la fin, nous a dit à la fin d'un planchage, essayez de rédiger. Rédiger pour voir si vous avez bien retenu. Là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je déteste rédiger, ça ne fonctionne pas sur moi. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des mémos vocaux. Je m'enregistrais. Du coup, il faut, en fait, quand vous entendez un conseil, quand vous écoutez un conseil, essayez d'extraire l'extrait du conseil et de l'appliquer à votre sauce. Donc, là, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de ne pas changer de technique de révision. Faites ce qui marche pour vous et ce qui a toujours marché pour vous, Adil Oulania. Deuxièmement, concernant l'histoire de la gestion du stress et de la gestion des émotions, etc., it's okay to be toxic. C'est pas grave. Si vous êtes la personne toxique du groupe, c'est pas grave. Essayez juste de trouver un partenaire ou alors une personne qui pourra vous écouter et pourra vous accompagner dans cette épreuve, entre guillemets. Donc, c'est pas la peine c'est pas la peine d'écouter des conseils qui ne vous réussissent pas ou d'écouter des phrases qui vous énervent encore plus que ce qu'elles vous font du bien. Donc, si c'est français ce que je viens de dire. Anna, pour moi, c'est la période ou jamais pour renforcer sa foi. Donc, dites-le la paix et bon courage. Et ça ira, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Akbi. Dr. Hamzaoui, vous voulez rajouter quelque chose avant que je ne donne la parole à Dr. Bellil et Dr. Zalouhi? Alors, non, je voulais juste vous parler, enfin, revenir sur l'expérience le jour J. Alors, ce que disait Dr. Akbi était vraiment est réellement très, très, très correct et très, très, très juste. Chacun a sa façon de vivre le jour, la veille de l'examen. Je peux vous dire que perso, j'ai révisé jusqu'à la dernière minute parce que, à la différence de Dr. Akbi, encore une fois, j'ai une mémoire visuelle. Donc, je dois voir et revoir le support 1001 fois pour pouvoir vraiment être sûre et avoir la conscience tranquille que j'ai tout retenu. Si je ne jette pas un coup d'œil sur le support la veille de l'examen, dans ma tête, je n'ai rien retenu. C'est vraiment variable d'une personne à une autre. Une autre chose, tout le monde est d'accord sur un point. Constantine, il fait vraiment froid. Alors, préparez-vous à ce point-là. Enfin, c'était le mois de février pour moi et il faisait extrêmement froid. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. C'est par rapport à la révision, la dernière minute, le jour J. Et aussi, il ne faut pas être stressé et déstabilisé par rapport au déroulement de la partie théorique. Parce que sinon, ça va directement influencer notre préparation à la partie pratique. Tout ce qui se passe le premier jour, c'est bon, c'est derrière, c'est dans le passé. Il faut oublier tout ce qu'on a fait. Il faut oublier tout ce qui se passe le premier jour pour bien se préparer pour l'épreuve pratique. Voilà. Merci, Hakim. Merci beaucoup, Dr. Hamzaoui. Yatik Saha. Passons au Dr. Gellil. Je pense que tout a été dit. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que donnez-vous à fond les révisions parce que vous allez être des futurs assistants, vous allez vous retrouver devant des boîtes de pétri et vous devez décider grâce à vos connaissances que vous allez apprendre durant cette période. Donc, donnez-vous à fond, révisez bien et suivez votre rythme. Chacun son rythme et Inch'Allah, vous allez tous l'avoir et bon courage pour tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Gellil. Donc, le mot de la fin, de la vraie fin, c'est pour Dr. Zalouhi. Alors, pour moi, mon conseil, c'est de garder à l'esprit que chacun sa méthode de révision, comme l'a dit Dr. Akbi. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Il faut toujours garder un planning réaliste et adapté à votre rythme. Il est également très important de ne pas se laisser submerger par le stress. Il faut faire des pauses, c'est très important aussi. Donc, la pause est très importante pour pouvoir avancer et elle fait partie intégrante de l'efficacité de la préparation. Et je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage, de confiance. Et bon courage.
Merci à toutes pour vos interventions. Je vous remercie aussi d'avoir consacré de votre temps pour ce webinaire. Alors, juste avant de conclure, nous allons voir vraiment quelques petites questions et quelques petites interventions qu'on a eues sur le chat. Donc, il y a Edith qui demande aux résidents du CPRS de Constantine quels sont les cours qui ont été assurés par les profs de BATNA qui sont dans le jury de cette année. Donc, je pense que cette information-là, vous pouvez la partager tout à l'heure sur le groupe. Donc, je vous rappelle que le lien pour accéder au groupe, il est sur le chat. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore cliqué dessus, je vous le remets sur le chat. Donc, n'hésitez pas à c'est-à-dire intégrer le groupe et à le partager. Le but, c'est d'avoir le maximum de résidents parmi dans les membres de ce groupe. Alors, quelques autres questions. Donc, oui, pour le planning de Dr. Guélil, je pense que si Dr. Guélil est d'accord, on va tout à l'heure partager son drive de préparation du DEMS dans le groupe, évidemment avec son accord. Oui, bien sûr. Très bien, donc je le partagerai moi-même dans le groupe. Donc, vous le trouverez tout à l'heure sur le groupe. Alors, deux questions concernant la préparation. Donc, il y a HP2000 qui nous dit un mois, ça vous a suffi pour une couche de toutes les cours. Je pense que c'est pas possible, surtout avec le travail dans le service. Donc, si je peux répondre moi-même à cette question avec vos interventions. Donc, c'était à chaque fois, vous aviez toujours l'habitude de nous dire, c'est variable. Donc, c'est résident dépendant. Donc, c'est chacun son rythme. Il ne faut pas se comparer. C'est ça ce que j'ai retenu en tout cas de vos interventions. Maintenant, une question d'ordre pratique. Comment réviser le planchage infection materno-fœtale? Alors, est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la parole pour répondre à cette question? Est-ce que c'est un planchage qui a des caractéristiques? Donc, je ne sais pas. Je suis en R3. Je l'ai pas fait. Pour le planchage infection materno-fœtale, il y a des supports qui sont déjà préparés, mais le conseil que je peux vous donner, il y a une partie dans le traité de virologie qui traite tout ce qui est virus transmis de mère au fœtus. Donc, en dernier, vous trouvez cette partie, elle est très intéressante, elle est résumée, ça peut vous aider. Il y a aussi le livre de professeur Gourari qui traite aussi cette partie. C'est un livre destiné aux externats, aux étudiants en médecine, mais qui pourra vous aider pour classer les étiologies et ensuite les détails. Voilà. Il y a aussi un détail qu'on n'a pas parlé, c'est par rapport à classer les planchages en important, moins important et si vous voulez, je précise ce point-là. Merci beaucoup, Dr. Zavakri, pour votre réponse. Alors, un petit commentaire, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Oui, allez-y. Sur ce point-là, justement, alors maintenant, je vais prendre la parole en tant qu'enseignante. Et alors, s'il vous plaît, évitez de raisonner de cette façon-là. Alors, je ne parle pas de planches hypertombables, planches moins tombables, mais en fonction des affinités des enseignants. Parce qu'après tout, on ne peut pas prédire réellement ce qu'un enseignant peut poser comme question. Un enseignant peut poser n'importe quelle question. Donc, ne faites pas l'erreur de choisir les planches ou les questions à réviser en fonction de ce qu'un enseignant a assuré durant l'année ou des cours attribués à chaque enseignant. C'est complètement faux et ça va vous induire en erreur. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Hamzaoui. Donc, il y a une dernière question concernant les supports pour la pratique. Est-ce qu'il faut suivre le CLSI ou le CASFM? Il faut suivre la standardisation nationale algérienne. Alors oui, justement, en fait, il y a eu l'actualisation il n'y a pas très longtemps, donc il y a la version 2025 qui est disponible.
Donc normalement, je pense que c'est bon. Il se fait tard. Encore une fois, je vous remercie, chers intervenants, chers aînés, pour le temps que vous nous avez consacré et pour vos conseils. Vraiment, moi je trouve, en tout cas, les objectifs que nous étions fixés, Dr Arabi et moi, ont été atteints. Nous avons pu échanger et avoir votre retour d'expérience. Je remercie aussi notre aimable audience d'être resté avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Donc, je vous redis encore une fois que l'enregistrement du webinaire sera disponible au plus tard demain sur YouTube. Donc, vous pouvez le reprendre à tête reposée. Et encore une fois, je vous invite à être actif dans la communauté. Donc, si vous avez des supports, si vous avez des résumés, n'hésitez pas à les partager. Le but, c'est que, c'est-à-dire il y ait un maximum de bénéfices. Alors, il y a une intervention. Oui, vous voulez prendre la parole, allez-y. Il y a une personne qui a levé la main, je ne sais pas si c'est une erreur. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut réfléchir en termes de communauté et voilà. Donc, plus vous allez partager, plus vous allez faire vivre ce groupe, plus ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire ce webinaire sera la première initiative de la création de cette communauté. J'espère qu'il y en aura d'autres et n'hésitez pas vraiment à prendre ce genre d'initiative. En tout cas, Dr Arabi et moi, quand on a pris cette initiative, on a vraiment trouvé beaucoup de facilité, que ce soit par les intervenants, enfin, de la part des intervenantes ou aussi de votre part, vous avez répondu présent. Je vous remercie. Donc, si vous n'avez rien à rajouter, je vous dis bonne nuit, bon courage pour les futurs candidats et à très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup. Bon courage. Clairement, bon courage. Plus fort comme Inch'Allah. Quoi.